L'échec dans le sport, cela arrive beaucoup plus souvent que l'on peut le croire. C'est vrai que souvent on se souvient la plupart du temps des bonnes histoires, mais certains échecs restent dans les mémoires. Rien qu'aux 24 heures du Mans, je peux citer la Toyota GT1, la Mercedes CLR, ou plus récemment la Lamborghini SC63. En Formule 1, on pourrait parler de Vettel chez Ferrari, tout simplement. Dans le sport, en général, Messi au PSG, on peut dire que c'est un échec. La super team des Brooklyn Nets avec Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant est un échec aussi. Souvent, on se souvient des échecs sportifs en fonction des objectifs qui n'ont pas été atteints. Si on prend l'exemple de tous les objectifs que je viens de citer, l'objectif était clair. Gagner des courses, des championnats, marquer l'histoire. Or, pour certaines raisons qui sont différentes pour la plupart de ces projets, cela n'est pas arrivé. Mais ces échecs-là, en soi, on se souvient avec assez de respect en général, je trouve. La Toyota GT1 reste toujours l'une des voitures les plus adorées de l'histoire des 24 heures du Mans. Lionel Messi restera l'un des joueurs les plus appréciés de toute l'histoire du football. Donc, oui, il y a eu du respect quand même envers ces projets différents. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, il n'y a aucune forme, mais vraiment aucune forme de respect. Dès qu'on parle de ce projet entre passionnés, on en rigole. On rigole jaune ou on rigole tout court tellement ça a été honteux. Je pense vraiment que les seules personnes qui ne rigolent pas de ce projet, c'est ceux qui ont participé à ce projet, qui eux doivent être en pleurs dès qu'on leur dit que ce projet c'était vraiment une purge. Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous retracer les événements qui ont eu lieu il y a 10 ans cette année, l'histoire de la Nissan GT-R LM Nismo. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons comme d'habitude par un peu de contexte. Dans les années 2010, le LMP1, qui est la catégorie reine de l'endurance, celle pour la gagne, est disputé entre trois marques majeures du sport automobile et de l'automobile en général. Audi, Porsche et Toyota, qui se battent presque à armes égales en vrai. Bien sûr, comme d'habitude, il existe beaucoup de catégories dans les sports automobiles d'endurance. Et à cette période-là, aux 24 heures du Mans, il y a trois autres catégories. Deux catégories de GT, dont on ne va pas s'occuper, et le LMP2. Le LMP2, à cette époque, c'est pas du tout comme aujourd'hui, où tout le monde a le même châssis et le même moteur. De base, il existe énormément de châssis et énormément de moteurs disponibles. Mais vu que le combo Oreca pour le châssis et Gibson pour le moteur est le meilleur, et ben il n'y a que ça présent sur la grille de départ. Mais à cette époque, dans le début des années 2010 et au milieu des années 2010, il y a plusieurs châssis et plusieurs moteurs. Durant cette période, on a 4 châssis qui se battent en duel. La Morgan, la Zetec, la Ligier et l'Oreca. Et quelques moteurs sont aussi de la partie. Le Honda, le Jude, mais celui qui domine le LMP2, c'est Nissan. Si je prends le plateau de 2014, sur les 17 LMP2 présentes, il y en a 13 qui ont un moteur Nissan. Et ce qu'on voit, c'est que depuis quelques années maintenant, ce chiffre ne fait qu'augmenter. La proportion de moteurs Nissan par rapport à toutes les voitures LMP2 ne fait que grandir. Et ce parce que c'est un moteur qui a obtenu des résultats. Mais l'histoire de Nissan aux 24 heures du Mans a commencé il y a bien plus longtemps que le début des années 2010 dans la catégorie LMP2. Nissan au Mans, ça commence en 1986, avec une voiture du groupe C, la R86V. La meilleure voiture finit 16e au général. Le meilleur résultat de Nissan en groupe C, c'est une 5e place, en 1990, avec la R90CP. En 1994, Nissan engage une 300 ZX dans la catégorie IMSA GTS et finit 5e du général et gagne la catégorie. La marque japonaise engage des Skyline GT-R LM les années suivantes sans réel résultat. Mais la voiture est ultra stylée, ça reste une Skyline après tout. Mais en 1997, Nissan se lance dans un nouveau projet, la catégorie GT1 qui est l'ancienne catégorie reine de la course, avec la R390. Une voiture qui je trouve est magnifique. En 1997, la meilleure des trois voitures finit 12e du général. En 98, les 4 voitures finissent 3e, 5e, 6e et 10e du général, ce qui est le meilleur résultat de l'histoire de Nissan aux 24 heures du Mans. Et ce sera malheureusement la dernière année de la R390 au Mans. En 1999, Nissan engage des prototypes, et le seul qui finit arrive en 8e place. On ne reverra plus jamais Nissan au Mans avant 2012, et le projet Delta Wing, qui mériterait lui aussi une vidéo à part entière. C'est alors à ce moment-là de l'histoire que Nissan décide de revenir en LMP1, du moins d'essayer, et donc d'affronter Audi, Porsche et Toyota qui se battent à cette époque-là dans la catégorie LMP1, qui commence à avoir une publicité phare. Et donc, ce projet, il a le nom de Nissan GT-R LM Nismo. C'est vrai que depuis quelques années, l'endurance commence à grandir en popularité, surtout depuis la création du WEC, qui a été créé en 2012. Donc c'est un championnat d'endurance qui est très jeune, mais qui commence à s'installer d'un point de vue popularité.
Et c'est en 2014 que Nissan annonce son retour pour le championnat du monde d'endurance et donc les 24 heures du Mans pour la saison 2015. Et les ambitions sont grandes, ils le disent haut et fort, ils sont là dans un unique but, gagner. Le projet se crée donc, et sur internet, des photos leak en ce qui concerne le visuel de la voiture. Et cela semble étonnant. En effet, on dirait bien que le moteur est à l'avant, contrairement à la plupart des voitures de course où le moteur est en position centrale arrière. Mais le souci, c'est que des rumeurs disent que le programme prend du retard, ce qui est potentiellement problématique. On est déjà à fin 2014 et le début en compétition est prévu en 2015. Il va falloir qu'ils se dépêchent chez Nissan. Faisons un petit bond dans le temps et projetons-nous en ce 1er février 2015. Ce soir-là, les Patriots affrontent les Seahawks lors du Super Bowl, finale du championnat de football américain. Cet événement sportif est l'un des plus importants du monde. Il est l'un des plus regardés, le concert de la mi-temps est légendaire, et surtout, à cette fameuse mi-temps, on peut y voir des publicités en tout genre, inédites, annonçant des grands projets, bande-annonce de films, nouveautés industrielles, etc. Et c'est lors d'un spot publicitaire de près de 90 secondes que Nissan annonce le visuel de sa nouvelle voiture, la Nissan GT-R LM Nismo. Le message est clair, Nissan voit en très grand pour ce projet. Ils veulent marquer le coup et aussi marquer l'histoire. Petite anecdote, le coût de cette publicité pour Nissan équivaut à 15 millions d'euros. Ça fait un peu beaucoup pour un spot publicitaire quand même. Niveau marketing, il s'agit d'un certain Darren Cox qui s'en charge. Il est le directeur marketing de ce projet. Et honnêtement, il fait du très très bon boulot. Tout le monde de l'endurance ne parle que de cette voiture, que de ce projet. On a même une show-car qui se balade partout dans le monde, et prend même les couleurs du club de football Manchester City qui sera exposé à l'entrée du stade de l'équipe. C'est du jamais vu. Darren Cox est également le directeur du programme sportif de Nissan, Nissan Nismo. Alors oui, il a donc une double casquette assez étonnante dans un projet aussi ample que d'essayer de gagner les 24 heures du Mans. Mais bon, passons. À mon avis, ils savent ce qu'ils font chez Nissan. Mais nous avons également une autre personne qui est en charge du projet, il s'agit de Ben Bowlby. Ben Bowlby, c'était lui qui était en charge de la direction technique du projet Delta Wing, dont j'ai parlé juste avant. Et depuis, Nissan lui fait entièrement confiance. Il est donc logique de le retrouver sur le projet de la LMP1. Pour ce projet, Nissan a voulu faire différemment de ses concurrentes. Car oui, Porsche, Audi et Toyota ont toutes les trois la même type de conception de voiture. Ils ont un moteur en position centrale arrière, avec les 4 roues motrices. Cette disposition de voiture est ultra efficace, elle permet un énorme équilibre de la voiture, surtout à très haute vitesse. Et a également plein d'autres avantages dont je ne vais pas étayer tout ça dans cette vidéo, ce serait bien trop long. Mais c'est une technologie qui a déjà fait ses preuves énormément en compétition. La première victoire d'une voiture à moteur central arrière aux 24 heures du Mans par exemple, elle date des années 60, avec Ferrari. Mais Nissan y voit les choses différemment. Ils ont décidé avec leur Nissan GT-R LM Nismo de mettre le moteur à l'avant, la boîte de vitesse aussi, et que ce soit les roues avant qui soient motrices. Et oui, cette voiture est une traction, comme la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, comme forcément votre voiture que vous avez aussi. Ouais, c'est une traction. L'avantage de cette technologie, c'est qu'elle est moins coûteuse, et surtout elle est extrêmement stable à basse vitesse, ce qui est idéal pour une voiture de tous les jours. Mais pour une voiture de course, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas où est-ce qu'ils s'embarquent, mais ils ont intérêt à ce que la technologie soit ultra performante. Mais alors, pourquoi organiser la voiture comme ça? Quelle est l'astuce qu'ils ont trouvée pour faire en sorte que cette voiture soit performante? Eh bien, la GT-R LM Nismo possède des tunnels aérodynamiques qui vont du début à la fin de la voiture. Et oui, il y a de la place à l'arrière de la voiture, il n'y a plus de moteur. Ces tunnels doivent créer une baisse considérable de la traînée aérodynamique de la voiture. Moins de traînée égale plus de vitesse de pointe. Très pratique sur un circuit aussi demandant en pleine charge que le circuit du Mans. Et surtout, cette technique enlève de la traînée aérodynamique tout en conservant de l'appui de la voiture. Ce qui veut dire que dans les virages, elle est également ultra stable. L'idée sur le papier est très bonne, mais est-ce qu'ils vont réussir à en tirer l'avantage? Ça, c'est une autre question. Pour ça, on va regarder ce qui s'est passé lors de leur test de pré-saison, parce que la saison arrive bientôt. Elle commence le 12 avril sur circuit de Silverstone. On attend 2 Nissan, la numéro 22 et la 23, face à 2 Toyota, championnat de titre, 2 Audi et 2 Porsche. La compétition s'annonce serrée. Donc du coup, si je devais décrire les essais de pré-saison de Nissan avec un seul mot, ce serait catastrophe. 2. C'est le nombre de tours consécutifs maximum que la voiture peut faire sans problème lors de la première séance d'essai de la voiture.
en janvier, soit seulement 4 mois avant le début de la saison. Et même si le temps passe, la situation ne s'améliore pas. Et malheureusement, la monocoque ne passe pas les crash tests, obligatoires pour pouvoir participer au WEC. Le 12 avril donc, aucune Nissan ne sera au départ de la première manche de la saison, tout comme à la deuxième manche du WEC à Spa-Francorchamps. Tout repose donc sur la troisième manche de la saison, les 24 heures du Mans. Finalement, la monocoque passe le crash test. La voiture peut donc être engagée au WEC, et donc au Mans. L'objectif, à partir du 26 mars, donc de cette date où le monocoque est autorisé, c'est d'engager le maximum de kilomètres, identifier le plus de problèmes possible, pouvoir y remédier, et donc être le plus performant possible aux 24 heures du Mans. Mais le problème, c'est que les problèmes, il y en a trop. Les ingénieurs de Nissan décident même de déconnecter la partie hybride de la voiture, car elle est jugée trop peu fiable. La voiture a donc moins de puissance. Elle passe de 1100 chevaux théoriques à 550, la puissance actuelle d'une LM GT3. Sauf que les freins maintenant, qui sont censés fonctionner de pair avec le système de récupération d'énergie cinétique, le KERS donc, qui fait partie de la partie hybride, travaille beaucoup plus que prévu, et donc surchauffe à mort. Les roues avant ne gèrent pas du tout la puissance du moteur. On doit donc changer les suspensions, gérer l'antipassinage, l'arrière de la voiture part extrêmement vite dès que la voiture accélère ou décélère. Bref, la voiture est presque inconduisible. Sauf que problème, nous sommes fin mai, et ça y est, l'équipe doit faire bagage, et doit se rendre dans la Sarthe pour participer aux 24 heures du Mans. Et pour sa première course surtout. Faire sa première course avec une voiture très compliquée aux 24 heures du Mans, c'est sûrement le pire début possible en compétition. En plus des deux voitures du WEC, Nissan engage une troisième voiture, la numéro 21, qui part les couleurs des Nissan du groupe C des années 80. Darren Cox, le directeur de la communication, fait du extrêmement bon travail. Pour le choix de cette livrée, ils ont organisé un concours auprès des fans pour savoir quelle livrée cette voiture aura. Et donc, c'est cette livrée, la livrée des années 80 de Nissan, qui est ressortie vainqueur. Clairement, elle est très jolie. Parlons maintenant des pilotes qui auront la tâche de faire briller cette voiture en compétition. Une tâche bien difficile. Dans la numéro 21, nous avons d'abord Tsugio Matsuda, le japonais de 35 ans, double champion de Super Formula, la F1 japonaise, et double champion de Super GT, qui sera rookie au Mans. Bien sûr, quand je parle d'âge et de palmarès, je parle bien sûr d'avant les 24 heures du Mans 2015. Nous avons aussi Lucas Ordonez, espagnol de 30 ans, qui a déjà participé aux 4 dernières éditions, à chaque fois en LMP2, et est monté 2 fois sur le podium de la catégorie. Il fait partie des pilotes que Nissan a trouvé avec le jeu Gran Turismo et la GT Academy. Et pour finir, Mark Shulitsky, russe de 25 ans, lui aussi trouvé dans la GT Academy. Il a notamment fini 5ème de la catégorie LMP2 lors de sa seule participation au Mans en 2014. Sur la 22, on a en premier Harry Ticknell, l'anglais de 24 ans, qui vient de gagner les 24 heures du Mans en LMP2 lors de sa première participation. Il est très prometteur. Alex Buncombe, anglais de 33 ans, il a fait quelques piges en GT4 et en formule de promotion, mais sans réel succès. Il participe pour la première fois au Mans. Et le dernier, Michael Kroom, l'allemand de 45 ans, ultra expérimenté. Il a fait déjà plusieurs fois le Mans, dont une fois avec Nissan en 98. Il monte même sur le podium en général en 2002 avec Audi, puis sur le podium en LMP2 en 2013. Il est aussi champion du monde de GT1 avec Nissan en 2011. Et pour finir, sur la 23, numéro fétiche de Nissan, parce qu'en japonais, 2 ça se dit Ni, et 3 ça se dit San. Nissan. Tout simplement. On a donc sur la 23, Olivier Plat, 33 ans, français, énormément d'expérience en LMP2 au Mans, vice-champion du WEC en LMP2 en 2012 et 2014. Un très grand pilote. Max Chilton, anglais de 23 ans, 35 départs en Formule 1, mais avec une Marussia. Il a donc marqué 0 points en carrière, mais reste un bon pilote. Et pour finir, Jan Mardenborough, anglais de 23 ans, lui aussi. Fameux personnage du film Gran Turismo sorti en 2023. Faudra qu'un jour je parle de ce film. Spoiler, c'est honteux. Il a fait peu de choses avant de cette course au Mans en 2015. Ça reste quand même sa 3ème édition de la classique Mansell, où il a notamment fini 3ème en 2013, avec Kroom et Ordonez en coéquipier. Sympa, non? Voilà donc l'armada Nissan pour les 24 heures du Mans 2015. Ça y est, maintenant place à la course. 2 semaines avant la course se tient la journée test des 24 heures du Mans. Une journée où les pilotes et les voitures peuvent rouler sans réel enjeu, juste pour se faire à la piste et prendre ses marques. C'est donc la première fois que la voiture se révèle aux yeux du monde entier. Et c'est une attraction phare par sa nouveauté, par son design. Tout le monde n'a Dieu que pour la Nissan. Mais l'objectif a clairement changé pour les 24 heures 2015 pour Nissan. S'ils disaient il y a un an qu'ils voulaient jouer la gagne tout de suite, il est vrai que pour cette année, ils disent qu'il faut gagner de l'expérience et potentiellement jouer les podiums et la gagne pour la saison 2016. Le meilleur temps de la journée test est signé par la Porsche 919 numéro 17, en 3 minutes 21 secondes et 61 millièmes. C'est très rapide. La meilleure LMP2, c'est la Ligier JSP2 du Hawk Racing numéro 34, avec un chrono en 3:41 919. Elle est 11e au général. La meilleure des Nissan GT-R Nismo est la numéro 23. Meilleur tour,
3 minutes, 43 secondes et 383 millièmes. 18e au général. La deuxième meilleure, c'est la 22 avec un chrono en 3,48 835, 29e du général. La dernière meilleure, la 21, c'est un chrono en 3 minutes 51 334 et 32e du général. Pour info, en 2024, le meilleur tour signé par une LMGT3 au Mans, c'est 3 minutes 55 263, soit 4 secondes de plus que la numéro 21. Je lâche juste comme ça. Clairement, les performances de Nissan ne sont pas là. Ils ont plus de 20 secondes de retard sur les LMP1 qui jouent la gagne. Elles ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Mais les pilotes doivent encore reprendre leur marque. Laissons-leur un tout petit peu de temps. Ils ont une semaine de test entière avant la course. Lors des pesages le week-end suivant, la Nissan est l'attraction principale. Tout le monde se rue sur la voiture. Même si tout le monde sait déjà que c'est mal barré pour eux. Limite, on en rigole déjà. Lors des séances de qualification, la pole est signée par Niliani sur la Porsche 919 numéro 18, avec un chrono exceptionnel en 3 minutes 16 secondes 887. Nissan aussi améliore ses chronos. Les deux Nissan rouges sont même classés avant les LMP2, avec un meilleur chrono pour la numéro 22 en 3 minutes 36 995. La 21 est elle juste derrière la première LMP2. Les Nissan sont donc classés 12e, 13e et 15e du général. Mais il existe une règle en WEC, c'est la règle des 110%. En gros, pour autoriser une voiture à rouler sur la piste, il faut que ton chrono de qualification soit en dessous de 110% du temps réalisé par le meilleur chrono de ta catégorie. Donc, regardons le chrono de Niliani, qui est donc de 13 minutes, 16 secondes et 887 millièmes. C'est le chrono de la pole position. Si on fait 110% de ce chrono-là, c'est égal à 3 minutes, 36 secondes et 575 millièmes. Or, les trois Nissan ont fait un temps au-dessus de ces 110%. Et donc, elles ne sont pas autorisées à prendre le départ des 24 heures du Mans. Oups. Mais bon, la CO reste très gentille, les Nissan sont autorisés à prendre le départ, mais les trois Nissan seront classés entre les LMP2 et entre les GT pour le départ des 24 heures du Mans. C'est ultra honteux. Nous sommes donc maintenant le 13 juin 2015, il est bientôt 15h, le départ de l'édition 2015 des 24 heures du Mans va bientôt partir, et l'objectif de Nissan est maintenant clair. Finir la course, avec le moins de pépins possible. C'est une mission impossible. On va faire simple, on va détailler les courses des Nissan de la pire à la meilleure. Ça vous va? Comme ça on commence par le pire et on est bon. On va donc commencer par la numéro 22. Déjà, au bout d'une heure, elle a un tour de retard. Et au coucher du soleil, de nombreuses interventions ont lieu pour une raison que vous connaissez déjà. Les freins. Les trois voitures connaîtront des interventions pour changer les plaquettes de frein toute la course et ça prend énormément de minutes. À 1h du matin, la voiture rentre en contact avec un débris sur la piste dans les Inaudières. Cela fait sauter son capot avant et doit donc parcourir la moitié du tour dans le noir complet. Ultra dangereux. Et très brave de la part du pilote. Cet accident fait même sauter la boîte de vitesse de la voiture. Les réparations durent presque 3 heures. La voiture ne connaîtra plus de très gros problèmes, mais si elle fait certains passages dans les stands pour ses freins, et finit donc non classée, car la distance parcourue est trop faible, avec 242 tours parcourus. 153 tours de moins que la Porsche vainqueur. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que je vous ai menti. En fait, la numéro 22 de Nissan, c'est la mieux classée des trois. La Nissan numéro 23, elle, a commencé sa course à 15h23, soit 23 minutes après le départ. Elle a eu des soucis moteurs et devait être réparée avant de partir pour la course. Vers 3h du matin, la voiture connaît elle aussi des soucis de boîte de vitesse dans la nuit et connaît des interventions multiples sur la voiture. Frein, suspension, boîte de vitesse, sauce Creamy de luxe, la totale quoi. Et à 1h20 du but, alors que c'était la mieux classée des Nissan, le moteur explose juste avant les virages Porsche. C'est terminé pour la Nissan numéro 23, elle qui a parcouru 234 tours. Il reste donc la numéro 21. En début de course, la voiture connaît un souci de portière. Comme quoi c'est un problème récurrent avec les nouveaux participants en endurance. On doit donc connaître des réparations. Et en plus de ça, à 22h, le turbo et la boîte de vitesse doivent être changés. Elle perd 2 heures de roulage. Et à minuit 40, elle perd une roue sur l'inaudière et perd le contrôle à harnage. La voiture ne repartira pas. 115 tours parcourus seulement. Bon, c'est l'un des pires scénarios possibles. La sortie est honteuse, rien n'allait. Vraiment, je connais pas vraiment de scénario qui aurait pu être pire que ça. Et il n'y en a jamais qui ont eu lieu. Nissan décide donc d'arrêter le programme, de se concentrer sur le développement et de repartir à fond pour 2016. D'ailleurs, Darren Cox est renvoyé et est remplacé avec effet immédiat. Parce que cette double casquette est clairement impossible. Celui qui doit remplacer Darren Cox à la barre se nomme Michael Carcamo.
et c'est toujours aujourd'hui le directeur technique de Nissan Nismo. On aperçoit même au courant de l'année 2015 des images de la nouvelle version de la voiture, avec des petites ailettes sur le nez avant, l'arrière est modifié, et un système de refroidissement nouveau pour les freins. Bref, les gars de chez Nissan veulent aller de l'avant, et les pilotes disent qu'il y a du progrès, mais les voitures rencontrent toujours des problèmes techniques. Et le 22 décembre 2015, une annonce ultra importante a lieu. Le programme passe au niveau supérieur, car il est arrêté, avec effet immédiat. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer ? Dans quelle merde, dans quel enfer Nissan s'est mis en 2015 avec ce projet? On va essayer de voir ce qui s'est passé, et pour moi, il y a deux problèmes majeurs. Pour moi, la première erreur, c'est la conception de la voiture. Pour moi, c'était trop différent de ce qui est prouvé comme étant le meilleur. Si Nissan avait créé une voiture qui s'était basée sur un moteur centre arrière avec 4 roues motrices, comme toutes les voitures de course en ce moment, ou presque, d'un point de vue prototype, je parle bien sûr, je pense que le projet s'en serait bien mieux sorti. Et deuxièmement, la répartition des budgets n'a aucun sens. Est-ce que c'était judicieux de mettre 15 millions dans un spot publicitaire d'1 minute 30 au Super Bowl, juste pour s'afficher, pour que publicitairement parlant, on soit ultra gagnant? Est-ce que c'était intelligent de payer le Manchester City pour mettre une voiture à leur effigie et donc l'exposer un peu partout? Ça n'a aucun sens. Oui, d'un point de vue marketing, c'est génial, mais est-ce que cet argent ne pouvait pas être mis dans le développement de la voiture? Si jamais vous voulez créer un nouveau projet, il faut toujours rester humble, d'accord? Parce que plus on se met sur un piédestal avant le projet, plus grand et plus violente sera la potentielle chute. Et puis même, quand ta voiture n'est pas très au point, est-ce que c'est judicieux d'en engager 3 aux 24 heures du Mans? Le budget, encore une fois, n'a pas de sens. Et dans mes recherches, j'ai remarqué que le projet Nissan GT-RLM Nismo avait un budget total presque 2 fois moins important que ses concurrentes Audi, Porsche et Toyota. Comment ils pouvaient rouler dans la même catégorie? Et vous savez ce qui me fait marrer? Qui c'est qui dirigeait le groupe Renault-Nissan à l'époque? Carlos Ghosn. Et ceux qui connaissent l'affaire de Carlos Ghosn d'un point de vue financier à la fin des années 2010, début des années 2020, on comprend mieux pourquoi il y avait des problèmes financiers avec le projet Nissan. Pour conclure, le projet Nissan 2015 est un des plus gros fiascos de l'histoire des 24 heures du Mans modernes, voire des 24 heures du Mans tout court. Si aujourd'hui on se souvient du projet Nissan au Mans, c'est bien pour cette voiture, et non pour son podium 1998. Le problème, c'est qu'ils en ont fait trop. On a eu trop de com', trop de visuels, trop de vidéos promo pour une voiture qui avait pas du tout de performance. Oui, en automobile, la communication c'est important pour vendre des voitures. Mais derrière, faut assurer. Certaines des pubs les plus célèbres de l'automobile, pour moi, où dedans les marques sont les plus narcissiques, se mettent en avant, c'est après les victoires. Le fameux « c'est pas possible » de Peugeot après leur victoire en 24 heures 2009. La pub d'Audi avec les porte-clés. Les marques qui se la racontent dans les pubs n'ont plus grand chose à prouver sur les circuits. Nissan a échoué. Ça c'est clair. Et on y rigole encore en 2025, soit 10 ans plus tard. J'espère honnêtement que cet échec sera et restera le plus grand des 24 heures du Mans. Aston Martin, ils sont mal partis pour l'instant, il faut être honnête. Mais je crois clairement que c'est un projet qui va jamais être à la hauteur, entre guillemets, du projet Nissan. Pour moi, ils vont quand même mieux s'en sortir. Même s'ils sont bien partis avec leur portière en moins au Qatar. Mais bon, je crois quand même plus au projet Aston Martin qu'au projet Nissan. Au moins, Nissan, eux, ils se sont pas rentrés dedans, alors qu'ils étaient sous safety car et en tête de la course. Je vise personne. Personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le projet Nissan au 24 heures du Mans en 2015. Moi, clairement, je trouvais la voiture très belle, mais vraiment, les performances sont honteuses. Je l'ai vu rouler, cette voiture. Je fais partie des chanceux qui ont vu cette voiture. Vraiment, dites-moi si cette voiture vous fait rire, pleurer, ça m'intéresse. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. La bise!